profite du grand boom de la nostalgie, celui du prêt-à-porter. Terminé les fripes pour faucher et les cartons tout à 2 €, aujourd'hui, la fripe c'est chic. On la retrouve dans les plus grands magasins, comme ici, dans le 4e arrondissement de Paris. Au beau milieu des marques prestigieuses, cette boutique. Des fourrures 80s, des chapeaux 1960, des pulls très 90. À l'origine de cette implantation surprenante, cet homme. Il était organisateur de soirées dans l'une des boîtes de nuit les plus cultes de Paris. Il est aujourd'hui chargé de vendre l'image de marque du leader européen de la fripe. Alors, comment a-t-il rendu la fripe tendance? Quelle gigantesque machine se cache derrière cette boutique? Quelles sont les pièces qui s'arrachent à prix d'or? Bonjour Eric, ça c'est de la fripe. Tout ce que je vois là. La fripe, ça peut être vieux, ça peut sentir. Là, ça sent rien. Non, elle a été nettoyée. Ouais. Donc notre travail, c'est vraiment de sélectionner et ensuite de la trier et pour la finir, qu'elle soit nettoyée, pour qu'elle soit mise en scène et théâtralisée, telle que vous voyez dans le corner. Vous l'écrivez noir sur blanc en plus, hein, que c'est de la fripe used. Oui, ça devient un argument de vente pour vous. Ça devient aussi un argument de vente et une obligation. 54 €. 54 €. Et vous, cette veste, vous pensez qu'elle vous a coûté combien? Une veste comme ça, elle nous a revenu à 18 €. Créer des looks, théâtraliser l'espace. L'argument qui a fait décrocher à Eric cette boutique dans ce grand magasin, c'est l'achat éco-responsable. L'air du temps, l'upcycling. Transformer un produit qui aurait dû être jeté pour le réintroduire sur le marché et faire donc une plus-value. Le transformer, c'est quoi? C'est de prendre une matière qui a existé dans les années 70, de récupérer, et avec la récupération, de faire un nouveau modèle. Cette robe, elle n'existait pas avant? Cette robe n'existait pas. Nous l'avons recustomisée. D'accord. On l'a refait. Différents velours. Avec de l'ancien, du neuf. Et la cliente, elle est demandeuse de ça. Elle adore. Qu'est-ce qu'elle recherche en fait, la cliente? Elle recherche l'originalité. Cette culture de l'originalité, Eric l'a apprise sur l'une des pistes de danse les plus sélectes des années 90. Vous, au départ, Eric, vous n'étiez pas du tout dans le milieu de la fripe? À l'époque, j'avais la chance de travailler avec Cathy et David Guetta. Eh oui, au bain-douche. C'est là que j'ai appris à avoir le sens des relations publiques. Il y avait sur la piste de danse, par exemple. Il y avait Mariah Carey, il y avait de temps en temps Lenny Kravitz, il y avait Puff Daddy, il y avait Jay-Z, il y avait Kate Moss. Et surtout, à l'intérieur de cette soirée, il se dégageait un côté dégaine. Et la plupart de ces dégaines sont habillées en fripe. C'est cette étiquette chic et branchée des soirées parisiennes qu'Eric a collée sur ses 40 magasins. Du plus modeste, avec les ventes au kilo, à celui qui propose des pièces à plus de 3 000 €. Une vitrine pour Eric, seulement 10% de ses 30 millions de chiffre d'affaires annuel. Car son chiffre d'affaires, Eric le fait à 150 km de là. À Rouen. Voici l'envers du décor. Elle s'est fait un peu caverne d'Ali Baba. Dans ce hangar de 20 000 mètres carrés, 26 millions de tonnes de vêtements datant des années 40 à 90. 30 tonnes arrivent ici chaque jour, rachetées aux associations humanitaires ou encore à des grossistes étrangers. Oh, mon papa, il avait ça. Complètement. 150 salariés trient par taille, style et qualité les nouveaux arrivages. 40% seront jetés, les 60% restants sont nettoyés, repassés. Chaque pièce est ensuite estimée, puis étiquetée telle qu'elle. D'autres sont transformées dans l'atelier. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous recherchez le plus? Nous, on recherche la mode. Il ne faut pas oublier que la mode, c'est un éternel recommencement. Oui. Mais, et on ne sait pas laquelle. Voilà. Et on ne sait pas laquelle. Notre métier, c'est d'acheter dans le monde entier et de pouvoir stocker pour que le produit ressorte à la mode. Ah ouais, c'est de la spéculation un peu. Aujourd'hui, est-ce que vous saviez, il y a quelques années, si vous achetiez une certaine voiture, qu'elle vaudrait une fortune 20 ans après? Vous ne saviez pas. Sinon, tout le monde l'aurait acheté. C'est ça. Ses clients principaux, des grandes surfaces de fripe du monde entier, des créateurs de mode, des costumières ou encore des collectionneurs. Dans ce musée du vêtement, une salle est dédiée aux pièces d'exception. C'est possible, Nordine, d'ouvrir la porte?
Ah, c'est fermé à clé, hein? Ah Oui, ouais. toujours. Merci. Allez. Voilà, la deuxième caverne d'Ali Baba. Vous avez par exemple un petit carré Oui. Hermès. Là, vous êtes entre les 150 et 250 euros. Il y a des gens qui donnent parfois et qui savent pas ce qu'ils donnent. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est une pièce haute couture, Yves Saint-Laurent. Ouais, c'est de l'ivoire. C'est de l'ivoire. Ouais. La pièce est inestimable. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ah oui. Mais après, c'est toujours pareil, hein, c'est l'offre et la demande. Eric va donc faire monter les enchères. Ayez l'œil, c'est aussi dans ce hangar que le cinéma français vient habiller ses acteurs. Vincent Cassel pour le biopic sur Jacques Mérine, ou encore l'actrice qui interprétera bientôt une célèbre chanteuse sur grand écran. Mademoiselle Dalida. Des costumières, des collectionneurs. Une autre profession vient faire ses affaires sur le marché de l'occasion, celle de commissaire-priseur. Chaque année, 2 millions d'objets sont vendus aux enchères dans 400 salles de vente. Alors, comment cette profession qui remonte à l'Antiquité est-elle impactée par